Nous avons le plaisir aujourd'hui de nous réunir autour du dernier ouvrage de Marc Ognadi. Au début est La confiance, qui est paru au bord de l'eau, dans la collection La pensée élargie cette année, avec même un avant-propos qui s'adapte à la question du Covid-19. Je pense que tous ceux qui sont là aujourd'hui connaissent évidemment Marc Ognadi, professeur de morale et de philosophie politique dans notre université. Donc, je vais immédiatement lui céder la parole. Marc, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et donc, tu as la parole pour 1 heure. Merci. Merci Nathalie, merci de m'avoir invité, de me donner l'occasion de m'exprimer sur mon livre. Merci à tous aussi d'être là ce soir. Bien, écoutez, d'abord c'est un concept ubiquitaire, on n'arrête pas d'en parler tous azimuts, et aujourd'hui plus que jamais. C'est un concept extraordinairement disparate. Ça veut dire qu'on en parle tout le temps, mais on serait bien normal de le définir, hein, comme le temps chez Saint-Augustin. Son usage est plus clair que son concept. Bon, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, et là c'est plus intéressant pour nous, c'est que cette disparité, cette ubiquité aussi, se reflète en fait chez les grands auteurs. Quand je dis les grands auteurs, je pense aux grands auteurs de la philosophie sociale et politique, de Hobbes à Habermas, si vous voulez, où on constate quand même une extraordinaire et étrange disproportion permanente entre, d'un côté, l'importance réelle qu'ils accordent à la confiance, c'est-à-dire que tout le monde est d'accord pour dire que sans confiance, il n'y a pas de société, et l'attention théorique qu'ils prêtent véritablement à la confiance, c'est-à-dire qu'en réalité, ils n'ont pas de théorie de la confiance. Tout en disant que toute société repose sur la confiance, eh bien, en fait, ils ne se donnent pas la peine de la définir, ou en tout cas, ils n'ont pas une théorie à proprement parler de la confiance. On assiste ainsi chez les auteurs d'une manière générale. Il y a naturellement certaines théories de la confiance, et j'en parle, je les aborde naturellement dans mon livre, mais il n'y a pas de théorie générale de la confiance, et il n'y a certainement aucune théorie de la société, si vous voulez, qui fait reposer la confiance, qui fait reposer la société sur la confiance, précisément. Et donc, on assiste à une certaine marginalisation, je dirais, de la confiance, qu'on voit limitée, quand on la traite, quand elle est traitée, on la voit limitée à des situations de risque, comme par exemple acheter une voiture d'occasion, engager une babysitter. Voilà, c'est ce type de risque que les théoriciens de la confiance abordent. C'est par ce biais aussi que l'économie aborde la confiance, c'est-à-dire comme un risque. Et pour l'économie, tout risque doit être calculé dans une situation d'incertitude. D'où la troisième chose qui m'a frappé à propos de la confiance. Donc la première, c'était le caractère disparate. La deuxième, cette disproportion chez les auteurs que je notais. Mais la troisième, c'est que, en général, quand on parle de la confiance, on essaye toujours de l'assimiler à autre chose, à laquelle la confiance serait réductible. Par exemple, au calcul de risque. Ou alors, on l'assimile à la croyance. J'en dirai un mot. D'une manière générale, à l'incertitude. La confiance serait un certain rapport à l'incertitude, donc quelque chose de cognitif essentiellement. La confiance pourrait être aussi, c'est un des théoriciens importants américains de la confiance qui le dit, la confiance pourrait être liée à la connaissance de la motivation d'autrui. Je fais confiance si je sais que l'autre a des raisons d'agir dans mon intérêt. C'est ce qu'on appelle la théorie des intérêts enchâssés, qui est défendue par un philosophe qui n'est pas très connu chez nous, qui est important là-bas, c'est Russell Hardin. Ou encore, plus près de chez nous, on considère la confiance comme je cite, une hypothèse sur un comportement futur. C'était la théorie de Simmel, qui a consacré un bel essai sur la confiance, et Simmel auquel se rattache Luhmann, qui lui a fait une véritable théorie de la confiance que j'aborde naturellement. J'en parlerai pas ce soir, mais elle figure dans le livre. Et vous voyez, donc la confiance est toujours réductible. On considère la confiance comme toujours réductible à autre chose, un intérêt, un calcul, etc. Mais vous voyez, pour le dire de manière un peu
naïve, un premier soupçon à l'égard de ce genre de réduction naît quand on se rend compte qu'un enfant ne calcule pas, c'est-à-dire un enfant qui a confiance en ses parents, il ne calcule pas. Quand on met un enfant au sommet de l'armoire et on lui dit saute dans mes bras, il ne fait pas une hypothèse sur un comportement futur, il saute. Et s'il se met à douter, c'est justement qu'il n'a pas confiance. S'il se met à calculer et à faire des hypothèses, c'est qu'il n'a pas confiance, justement. Bon, donc ça c'est un premier soupçon qui naît à l'écart de ces réductions, mais surtout, je dirais encore plus proche de nous, notre expérience du Covid depuis une année, et surtout des mesures qu'on a prises à l'égard contre la propagation du Covid, ont montré tout autre chose que ce type de réduction. Et le Covid a montré que, au fond, la confiance était ce dans quoi nous séjournons. Ce dans quoi nous séjournons, dans la mesure où on s'est rendu compte, par la négative, en quelque sorte, que la confiance imprégnait l'ensemble de nos relations au monde. En effet, les mesures qui ont été prises, je pense au confinement notamment, mobilisaient tous les étages de la confiance. Et pas seulement la confiance comme relation interpersonnelle, comme le veulent les théories économistes, par exemple. Tous les étages de la confiance, par exemple, le rapport aux objets. Lui-même, il est devenu en quelque sorte suspendu, puisqu'on ne pouvait plus toucher les objets sur l'étalage, etc., craindre d'infecter ou craindre qu'ils fussent infectés, la nourriture, les artefacts, les écrans tactiles. Donc voilà, ce type de relation spontanée, naturelle, immédiate du quotidien a été suspendu, montrant par là que en temps normal, c'est-à-dire sans Covid, sans pandémie, eh bien, notre relation, au fond, c'est une relation spontanée de confiance, c'est une relation fiduciaire. Même chose avec les relations entre les personnes, puisque les masques, les gestes barrières, etc., tout ça instaurait une certaine distance, ainsi qu'avec les institutions, que ce soit à travers le contact direct avec les personnes, le personnel soignant, confiance dans le gouvernement, on n'arrête pas d'en parler, confiance aussi dans une institution comme la science, qui a été largement mise en question. Donc vous voyez, tous les étages de la confiance ont été mobilisés, ce qui montre, encore une fois, par la négative, que la confiance apparaît, en tout cas c'est ainsi qu'elle m'apparaît, c'est ainsi que je l'aborde, non seulement comme le préalable de toute action, mais le préalable de toute relation au monde elle-même, étant entendu que la relation au monde est une relation pratique, au sens où être dans le monde, c'est faire quelque chose. Hein, c'est faire quelque chose. Être assis, même regarder, être couché sur son thé, naturellement, faire quelque chose. Le rapport au monde est fondamentalement un rapport pratique, ce qui est évidemment largement sous-estimé dans toute la tradition ou les traditions idéalistes. Et bon, cette relation au monde, cette caractéristique de la confiance, d'être une relation au monde, est précisément ce que les conceptions courantes de la confiance ne parviennent pas à restituer, ni à comprendre. Et c'est, voilà le défi théorique, c'est évidemment cette relation pratique qu'il faut élucider. C'est cette relation pratique, au fond, qui est donc cette structure de la relation pratique au monde va permettre d'établir une définition unifiée de la confiance, une théorie unifiée de la confiance, parce que justement, disons, les théories disponibles, si vous voulez, les grandes théories de la confiance qui existent, sont extraordinairement fragmentées, au contraire, notamment parce que la plupart d'entre elles ne considèrent la confiance que comme une caractéristique des relations interpersonnelles, de personne à personne. D'accord? Considérant les relations au monde, par exemple, comme n'étant simplement pas des relations de confiance. Mon propos est exactement inverse, c'est-à-dire unifier la théorie de la confiance et la généraliser à une relation au monde. Ce faisant, il me semble que je peux faire d'une pierre trois coups, c'est-à-dire premièrement surmonter évidemment le caractère disparate que je notais en introduction de la confiance, puisque la théorie est unifiée, démarginaliser la confiance puisqu'elle devient le cœur de notre relation au monde, et combler une lacune théorique, c'est-à-dire élaborer une véritable théorie de la confiance qui soit en même temps
une théorie, si vous voulez, non seulement une théorie de relation au monde, mais une théorie du lien social. Alors, avant d'y venir, j'aimerais quand même dire quelques mots sur le contexte philosophique qui préside à ce caractère disparate, à cette marginalisation et finalement à cet oubli, me semble-t-il, de la confiance. Je vais être ici assez rapide, mais quand même j'y tiens, de remettre ça dans le contexte au fond intellectuel et philosophique de cette question. Il me semble que si on veut remonter aux sources de cet oubli, si vous voulez, de la confiance, eh bien, il faut remonter aux sources nominalistes de l'individualisme contemporain. Et quand je dis nominaliste, je pense vraiment à la révolution du XIVe siècle, connue sous le nom de révolution nominaliste. Il me semble que la marginalisation philosophique du thème de la confiance a partie liée avec l'individualisme moderne. C'est parce qu'on est extraordinairement individualiste et nominaliste que justement on relègue au fond la confiance à un thème secondaire. Disons, bon, je ne suis pas historien de la philosophie non plus, et je ne veux pas faire ici un cours d'histoire du tout, mais simplement juste pour dire, peut-être pour ceux qui sont moins familiers, que simplement ce que j'appelle ici, enfin ce par quoi je caractérise ici cette révolution nominaliste qui a comment dire, des aspects théologiques et des aspects logiques, hein, mais c'est surtout l'aspect, si vous voulez, individualiste, c'est-à-dire la naissance de l'individualisme moderne avec le nominalisme qui m'intéresse, avec un point qui me semble absolument structurellement fondamental, c'est qu'au XIVe siècle, avec Duns Scotus, avec Occam, naît l'idée tout à fait révolutionnaire, au fond, d'une volonté de l'individu qui est découplée d'une fin naturelle prédonnée. Voilà. Alors, comme vous le savez, ça c'est le contre-pied d'Aristote, en quelque sorte. Aristote résolvait le problème du lien social en disant que l'homme est un animal politique. Donc ça veut dire que par nature, évidemment, il tend à la relation, il tend à la communauté. Cette fin est donnée en quelque sorte naturellement, et donc il s'agit de l'accomplir. Bon, c'est précisément avec ce modèle d'un cosmos et au fond d'un ordre social prédonné que cette révolution nominaliste fait rupture en prônant l'avènement de la volonté souveraine qui pose ses propres buts. Et donc, c'est ainsi que naît, au fond, cette image d'un individu opportuniste, cherchant la meilleure manière de réaliser ses buts, un individu opportuniste qui veut satisfaire ses buts et exécuter au mieux sa volonté. Dans cette conception, ce qui caractérise l'individu, c'est qu'il oriente sa libre volonté en fonction de ses désirs et de ses représentations. Le moi, qui est conscient de soi et autonome, parle et agit dans le splendide isolement de la première personne, et tout ce qu'elle rencontre est objet, est objectif ou obstacle, selon la lumière selon la lumière dont l'éclaire sa volonté infinie. Depuis Scott et Occam, puis Descartes et Hobbes, la volonté se conçoit infinie, au sens où elle n'est finalisée que par les buts, elle n'est finalisée que par les buts qu'elle se donne à elle-même. Et c'est exactement ce moment de la volonté, d'ailleurs, que Hegel a décrit au paragraphe 5 des principes de la philosophie du droit. Donc elle fixe les buts qu'elle se donne à elle-même, hors toute finalité naturelle ou prescrite par une autorité. Et par conséquent, ce qui devient le maître mot, c'est l'autonomie, évidemment, et l'hétéronomie est le repoussoir. La volonté souveraine est la mesure de tout agir. Et Hobbes en est évidemment l'exemple le plus éclatant, et Sartre n'est pas en reste. Sartre, qui, je vous le rappelle, texte peu connu, mais dans ses cahiers pour une morale, il a une page où il explique qu'en fait, quand j'ai un projet, le projet c'est le nom existentialiste, si vous voulez, du but, que se pose la volonté libre, quand j'ai un projet, que ce projet nécessite un appel à quelqu'un d'autre, que cet appel m'est refusé par autrui, je peux tuer autrui. Et il a une page comme ça où il montre qu'on peut tuer autrui. Donc c'est vraiment l'exacerbation,
si vous voulez, de cet individu nominaliste doté d'une volonté libre. Bon, très tôt, on s'est rendu compte, enfin les penseurs se sont rendus compte que ça posait problème. C'est ce que j'appelle le problème nominaliste. Dès le début, en quelque sorte, on a vu le problème nominaliste. Le problème nominaliste, c'est comment faire de l'ordre social avec des individus atomisés dont la volonté, puisqu'elle n'est finalisée par aucun but prédonné, part dans tous les sens. Eh bien, la réponse qu'ils ont donnée, vous voyez que je vais vite, mais la réponse qui a été donnée à ce problème qui a été perçu très vite, eh bien, la réponse, c'est le contrat social. Le contrat social est, si vous voulez, la manière de créer de l'ordre social artificiel, hein, à partir de volontés qui, sans cela, partiraient dans tous les sens, comme le montre la guerre de tous, la figure de la guerre de tous contre tous chez Hobbes. Eh bien, puisque la volonté est si importante dans la conception nominaliste, eh bien, l'association ne peut résulter que d'un accord des volontés. Et cet accord des volontés, ça s'appelle le contrat, d'où aujourd'hui, d'ailleurs, d'une manière générale, la valorisation tous azimuts de la forme contrat dans notre société. Je vous rappelle que Trump, maintenant on peut en parler au passé, heureusement, depuis 2 heures, mais Trump est le plus grand nominaliste politique vivant, certainement, n'est-ce pas? Avec cette idée qui a traversé tout son mandat, qu'il faut détruire toutes les règles collectives, il faut pas, c'est pas bien, n'est-ce pas? Ça contrevient à l'opportunisme américain, au fond, de se soumettre à des règles générales, par exemple climatiques. Ce qu'il faut, c'est détricoter tous ces accords un peu généraux et faire des contrats terme à terme entre pays, d'autant que, évidemment, étant le plus fort, il peut imposer sa volonté beaucoup plus facilement. C'est une attitude typiquement nominaliste, mais bon, on connaît aussi ça en sciences humaines et sociales avec le fameux dilemme du prisonnier. Le dilemme du prisonnier, qui est un peu la tarte à la crème de tous nos étudiants, le dilemme du prisonnier, c'est évidemment une valorisation nominaliste. C'est fait pour ça, le problème est construit pour ça, valorisation nominaliste de l'accord entre des parties. Et toujours avec ce même problème de devoir, puisque la figure centrale de la relation, c'est le contrat, c'est le contrat qui est la relation adéquate pour un individu nominaliste, eh bien, il s'agit toujours le problème qui existe, structurel, qui existe toujours, c'est celui de neutraliser l'opportunisme des acteurs. Puisqu'on a passé contrat avec des individus qui sont comme nous, c'est-à-dire opportunistes, eh bien, qu'est-ce qui fait que le contrat va être maintenu? Si vous voulez, le contexte d'intérêt de l'individu opportuniste change, alors pourquoi ne romprait-il pas le contrat au profit d'une meilleure situation? Dans notre société, on connaît ça très très bien. Les cartes de fidélité, par exemple, chez Deleuze, voilà, c'est des manières de neutraliser l'opportunisme des acteurs. On fidélise la clientèle, on lui donne un intérêt à rester chez nous plutôt que d'aller chez la clientèle. C'est la même chose pour les fameuses stock options qu'on connaît chez les grands patrons, où en fait on rend coûteux leur défection, parce que les grandes entreprises, elles ont peur que les patrons aillent à la concurrence, et trouvent meilleurs salaires, etc., des meilleures conditions. Donc, on rend plus coûteux leur départ. C'est la logique des stock options. Bon, toujours, il s'agit de neutraliser donc l'opportunisme des acteurs. Et voilà, donc, bon, tout ceci pour dire que la marginalisation de la notion de confiance dans notre société a à voir avec cet esprit profondément individualiste de notre époque, tel qu'il s'est constitué philosophiquement au XIVe siècle, avec le nominalisme, économiquement au XVe siècle, avec l'émergence des marchés et des individus nominalistes qui l'alimentent, qui sont acteurs, et politiquement et moralement au XVIIIe siècle avec le contrat social, avec les droits de l'homme. Au total, cela aboutit à ce que j'appelle, ou ce que j'ai appelé l'individu cockpit. Voilà, c'est comme ça que c'est l'image que je donne au fond de cet individu nominaliste. L'individu cockpit, c'est-à-dire cet individu doté d'une volonté souveraine, posant ses buts et planifiant ses actions, exécutant ses désirs et sa volonté sur la base des infos dont il dispose sur le monde, et assuré de pouvoir faire toutes ces actions grâce aux droits et libertés que lui garantit le contrat social qui lui a permis d'entrer en société.
Euh, Une chose sur cette question du nominalisme. Il y a une chose qui m'a fasciné, en fait. Il y a déjà de nombreuses années, ça a été un des aiguillons, si vous voulez, de cette piste de réflexion sur la confiance, c'est que, bon, Hobbes, hein, le plus grand nominaliste politique, euh, tout à fait extraordinaire, où, bon, il construit, vous connaissez le début du Léviathan, il construit tout son ordre social, il aboutit au contrat social sur des bases vraiment strictement nominalistes et je dirais même galiléennes, hein, puisqu'il conçoit les individus comme des forces galiléennes. Il appelle cette force le désir, mais voilà. Il y a au début du Léviathan, on le remarque trop peu souvent, un long paragraphe sur le principe d'inertie de Galilée. À mon avis, si ce passage est là, c'est parce que c'est au fond la matrice de la compréhension du Léviathan. Mais voilà, ce qui m'a frappé, c'est qu'arrivé au terme de sa construction, une fois que le contrat social est passé, Hobbes note dans une parenthèse, dit-il, je cite, car la confiance est le seul lien des pactes. La confiance est le seul lien des pactes. Alors là, stupéfaction générale quand même, parce que toute la construction de Hobbes visait à éliminer la confiance et d'une manière générale toutes les ressources morales que les individus auraient pour s'associer. N'est-ce pas? C'est ça la guerre de tous contre tous. Les individus sont dépourvus de ces ressources morales qui les feraient s'associer. Et c'est tout le problème de Hobbes. Et c'est ça qui fait, si vous voulez, résout si magistralement de manière interne, hein, de manière totalement immanente, en montrant que de manière totalement immanente, justement, le désir qui pousse les individus, finalement, se convertit dans un métadésir, au fond, qui est le désir de s'associer, qui permet tout simplement la survie. Mais le problème, c'est que, encore une fois le pacte passé, eh bien, Hobbes note, voilà, la confiance est le seul lien des pactes, comme s'il dédisait en fait ces prémices nominalistes. Vous voyez, j'appelle ça une contradiction vraiment extraordinairement productive, grandiose, hein, de voir un auteur qui, avec autant de rigueur et oui, de rigueur philosophique, etc., construit tout son contrat nominaliste, et puis à la fin, doit quand même dire qu'au fond, voilà, la confiance est le seul lien des pactes. J'y voyais un indice puissant, si vous voulez, pour dire que la confiance, c'est quelque chose d'irréductible. La confiance, n'est pas quelque chose qu'on peut produire comme ça après coup, qui résulte de quelque chose, qu'on peut réduire à quelque chose d'autre. C'est quelque chose d'absolument irréductible. La preuve, c'est qu'au fond, Hobbes doit lui-même la concéder à la fin de sa construction. Donc, pour moi, c'est un aiguillon très important pour contrer, au fond, comme arme, n'est-ce pas, pour contrer l'individualisme nominaliste, non pas tant celui de Hobbes, mais l'individualisme contemporain. Bon, j'ai eu dans ce travail un autre aiguillon, ceux qui me connaissent le savent sans doute un peu, c'est le rationalisme de Habermas. Moi, je viens de là, donc ça c'est un tout autre pan, si vous voulez. Chez Habermas aussi, le lien social, très important, thématique fondamentale, évidemment, c'est là-dessus qu'est construit toute sa cathédrale. Pour lui, là, je vais très très vite, mais disons, il a une vision très rationaliste, je dirais, du lien social, hein, puisque le lien social est communicationnel, langagier, et que ce qui assure la force de coordination des acteurs communicants, c'est la capacité de justifier, de donner des raisons, hein, pour affirmer ce qu'on affirme. Donc il y a au fond ici comment dirais-je, une conception vraiment rationaliste du lien social que j'ai toujours admiré, parce que j'admire Habermas et son œuvre, mais qui m'a toujours insatisfait. Et voilà. Et donc, il m'est apparu, au fond, au fil du temps, quoi, au fil du travail, au fil des années, que la confiance était un bon candidat, et je dirais même un candidat extrêmement sérieux, pour contrer à la fois l'individualisme contemporain de notre époque et le rationalisme de Habermas. Et au fond, pour contrer toute cette idée que j'ai formulée dans cette figure de l'individu cockpit. J'ajoute encore qu'au demeurant, cette image de l'individu cockpit se trouve en plus extraordinairement renforcée par les évolutions contemporaines de nos sociétés, renforcées par le numérique.
par le numérique, par les évolutions numériques, et j'en parlerai si j'ai le temps. Euh, euh, tout simplement parce que le numérique, d'une certaine manière, nous enferme dans notre cockpit, on gère les informations. Bon, là aussi, au fond, le confinement a donné a rendu vivante, a rendu concrète, au fond, cette métaphore, puisqu'on est tous là et on est encore là, regardez ce qu'on fait actuellement dans notre cockpit, en train de gérer des données et d'exécuter, au fond, grâce aux écrans, etc., d'exécuter notre propre volonté. Alors, il me semble que si on prend au sérieux cette image de l'individu cockpit, ben, il me semble que justement, même l'individu cockpit, si vous voulez, devrait prendre plus au sérieux la confiance. Il devrait faire davantage confiance à la confiance qu'il ne fait. Pour lui, je vous le rappelle, la confiance est toujours un risque, au fond. Un risque que sa volonté ne soit pas exécutée. Hein, puisque dans la confiance, elle dépend d'autre chose, elle dépend d'autrui. D'accord? Donc, que se dit l'individu cockpit? Eh bien, il se dit, ben, autant éviter d'avoir recours à la confiance, autant sécuriser le cockpit. Et c'est ce que fait le numérique hein, en permanence. Il essaie de sécuriser ce cockpit. Mais il se trouve que, vous voyez, même le pilote dans son cockpit, en quelque sorte, doit faire confiance à toute, je parle du vrai pilote, hein, du pilote d'avion cette fois, et il doit faire confiance à toute l'infrastructure matérielle qui lui permet de piloter, il doit faire confiance aux agents de la tour de contrôle, et d'une manière générale, il doit faire confiance à tout le savoir accumulé qui lui permettent de faire voler son avion. De la même manière, nous-mêmes, et là je prends un exemple qui est un peu le fil conducteur du livre, en tout cas du début du livre, c'est l'exemple de la conduite automobile. On ne pourrait pas faire 100 mètres en voiture si on n'avait pas confiance que la voiture d'en face ne va pas se dérouter, que la sienne propre ne va pas exploser ou que le pont que je traverse ne va pas s'effondrer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en mettant en œuvre ce type de confiance dans la conduite automobile, par exemple, qui me semble un excellent exemple à cet égard, ça veut dire qu'en agissant, c'est-à-dire en l'occurrence en conduisant, en me déplaçant de A à B, eh bien, je m'attends à ce que les choses se comportent d'une certaine manière. Je m'attends à ce que le monde environnant se comporte d'une certaine manière. Alors, pour reprendre cet exemple de la conduite automobile, lorsque je croise quelqu'un sur la route nationale, il faut que je présuppose que le conducteur d'en face va se comporter d'une certaine manière, à savoir qu'il ne va pas se dérouter, parce que si je ne présupposais pas ça, je n'avancerai pas. Ma propre action dépend donc directement de son comportement attendu, du comportement que j'attends de lui. C'est une présupposition par conséquent contrefactuelle parce que le conducteur d'en face n'a pas encore agi. J'attends qu'il agisse d'une certaine manière et moi, j'oriente mon action par rapport à cela. Et justement, il faut bien comprendre que cette présupposition concernant l'attente d'autrui n'est pas une simple présupposition dans ma tête, si vous voulez. Ce n'est pas une simple hypothèse cognitive sur un comportement présumé. C'est une supposition qui a ceci de caractéristique qu'elle oriente directement mon action. Et ce de manière interne. C'est-à-dire que mon action ne peut s'accomplir que si je fais cette présupposition contrefactuelle sur le comportement d'autrui. Je dois considérer le comportement attendu de l'autre conducteur comme effectivement réalisé, sans quoi je ne continuerai pas ma route. Et donc, l'attente de comportement que je nourris à l'égard du conducteur d'en face, cette attente de comportement oriente nécessairement ma propre action avant même que je sache quel est son comportement réel. C'est-à-dire que le futur de son action, ce qu'il n'a pas encore fait mais qu'il fera, est le présent de la mienne, parce que moi, je continue sur la route. J'agis donc sans interrompre mon action. Donc cette attente de comportement, plus exactement le futur de l'action d'autrui, euh, euh, a une efficace avant même qu'elle ne se déroule, puisque j'agis en fonction d'une attente et pas d'une action qui s'est déjà déroulée. Et s'il se trouve que mon attente, plus exactement que son comportement démentait mon attente, par exemple s'il se déroute inopinément, eh bien, justement, j'adapterai
alors j'adapterai mon propre comportement en conséquence, j'essaierai de l'éviter, mais précisément, cela interrompt mon action. Hein, donc j'engage une autre action, je suis obligé à faire une autre action, et donc je devrais m'adapter. C'est-à-dire, ça veut dire réagir après coup à ce qui s'est effectivement passé, à savoir qu'il s'est déroulé. Alors que mon action première, celle de continuer ma route, devait présupposer comme réel ce qui n'était pas encore arrivé. Devait présupposer ce qui n'était pas encore arrivé. Évidemment, c'est tout à fait différent. Ce n'est pas une adaptation, c'est une attente, précisément. Eh bien, tout le secret, me semble-t-il, c'est en tout cas la thèse, tout le secret de la confiance est levé, en quelque sorte, dans cette notion d'attente de comportement. Pourquoi? Parce que ce que révèle, me semble-t-il, une analyse détaillée de la structure d'action, en général, c'est que toute action a une structure d'attente. Pourquoi? Parce que la volonté ne peut jamais vouloir quelque chose sans ipso facto s'attendre à ce que le corrélat de son action se comporte d'une certaine manière. Donc je ne peux pas vouloir marcher sans présupposer, par exemple, que le sol va me soutenir. Si vous voulez, même le prototype depuis Aristote de la relation causale ou efficiente entre l'acteur et son objet, à savoir le sculpteur qui taille le marbre, ne se laisse pas décrire simplement en termes de sujet-objet. Donc d'un sujet agissant et d'un objet passif. Ça, c'est déjà une image déjà abstraite, déjà au sens de Marx, donc déjà objectivée en quelque sorte. Ce qui permet au sculpteur de faire une sculpture, c'est le comportement qu'il attend du marbre. C'est en fonction de ce comportement attendu qu'il choisit ses outils, qu'il ajuste son geste, qu'il dirige son ciseau. Ce savoir anticipant est un savoir purement pratique, nourri par les gestes dans le milieu d'une conscience anticipante qui est capable de mémoriser ce qu'elle a appris. Et donc la notion d'attente de comportement ou de comportement attendu, qui est si essentielle à toute relation pratique, condense en elle toute une phénoménologie temporelle de la conscience. Quoi qu'il en soit, voilà pourquoi la relation pratique au monde est une relation fondamentalement fiduciaire, c'est-à-dire fondamentalement de confiance. On agit en fonction d'attentes de comportement, ce qui me permet d'emblée de démarquer, la confiance d'un autre faux ami avec lequel on le confond, ou auquel on le réduit souvent, c'est la croyance. Hein. Après tout, on dit souvent, c'est même un exemple très, très courant dans la littérature, on dit oui, mais voilà, en fait, je suis assis là sur une chaise en vous parlant. C'est donc que je crois que la chaise est suffisamment solide pour me soutenir. Et donc, la confiance, au fond, c'est une forme de croyance. Voilà ce qui est dit. Mais je conteste cela parce que la confiance, ce n'est pas que je crois qu'elle est solide, cette chaise. C'est que je suis assis dessus. C'est ça la confiance. Par conséquent, c'est une action. C'est mon action qui est cette confiance. Ce n'est pas simplement la croyance que je vais pouvoir réaliser mon action. C'est l'action elle-même. Voilà la confiance. La confiance n'est pas un calcul, hein, parce que le calcul est un raisonnement et pas une action. Justement, elle fait partie, le calcul fait partie de ce qui peut motiver à la confiance. Oui, si j'achète une voiture d'occasion, je peux faire différents calculs, etc. Puis finalement me décider. Le calcul fait partie de la motivation de la confiance, mais n'est pas la confiance elle-même qui est toujours en acte. Et donc, c'est une raison supplémentaire. Il y en a beaucoup d'autres, j'en développe quelques-unes en tout cas. Une raison supplémentaire de ne pas assimiler la confiance à une sorte de calcul dans des situations de risque, hein, comme le fait l'économie. La confiance, je la considère véritablement comme irréductible à autre chose. Elle est le lien social fondamental parce qu'elle est la relation au monde. Elle tisse toute relation au monde puisqu'elle est consubstantielle au fond à toute action. Maintenant, c'est clair que une attente est une attente, précisément, et qu'à ce titre, elle peut toujours être déçue. Une attente n'a pas la solidité d'une relation causale.
Ce n'est pas parce qu'une attente est très forte, ni qu'elle ait toujours été honorée à ce jour, qu'elle va nécessairement se réaliser. De la même manière que je ne peux pas être sûr en toute rigueur que le soleil se lèvera demain, eh bien de la même manière, les attentes les plus routinières, les mieux ancrées dans mes habitudes, peuvent à tout moment être déçues, comme cette clé que j'emploie depuis 15 ans, et qui tout d'un coup se casse dans la serrure. Les attentes, aussi éprouvées soient-elles, n'enclenchent pas une causalité naturelle qui enchaînerait les causes et les effets. Il y a là un point intéressant, à savoir que ces attentes de comportement qui donc orientent toute action, ces attentes n'ont rien de causal, hein, puisqu'elles peuvent être à tout moment déçues. Néanmoins, elles agissent causalement sur mes actions. C'est là une question qui relève spécifiquement d'une philosophie de l'action et d'une philosophie de l'esprit. Je ne vais pas développer ça ici, mais on peut noter quand même que c'est parce que j'ai des attentes de comportement solidement ancrées que j'oriente mes actions de manière appropriée et que je peux réaliser mes propres buts comme aller de A à B. Donc, du point de vue de celui qui agit, du point de vue de la première personne, les attentes, bien qu'elles soient contrefactuelles, comme je l'ai expliqué, ont une action causale sur mon esprit, puisqu'elles ont cette faculté de déclencher l'action correspondante. Les attentes agissent sur l'esprit comme des causes, mais ce ne sont que des attentes. Et elles agissent comme des causes, mais ne sont pas elles-mêmes des causes. C'est la raison pour laquelle une action peut à tout moment échouer. Et c'est pourquoi, excuse-moi, c'est pourquoi toute action est pari. Un pari sur les attentes de comportement. On parie que les choses vont se comporter d'une certaine manière, d'où la définition unifiée donc, que je propose de la confiance. La confiance est pari sur les attentes de comportement. Toute action a une structure d'attente, mais ça veut dire aussi que toute action est pari que cette attente va se réaliser. Par exemple, à cet égard, ce qui est révélateur, ce sont les surprises. Une surprise, c'est ce qui survient pendant une action, alors qu'on ne s'y attendait pas. Si ma chaise s'effondrait maintenant, ou pendant que je converse avec mes hôtes à table, une attente sur laquelle je comptais tacitement, à savoir que la chaise me supporte, et je le faisais sans y penser, voilà, cette surprise fait effraction dans mon vécu et entre brutalement dans le champ de ma conscience, comme quand, vous voyez, ces situations qu'on a tous vécues où on croit qu'il y a encore une marche, puis il n'y en a pas, puis alors, évidemment, voilà. Mais tout notre corps s'est préparé, au fond, à la réalisation de cette attente de comportement, à savoir qu'il y a une marche supplémentaire, mais il n'y en avait pas, alors le sol se dérobe sous les pieds. Bien. Et donc, je définis, comme je l'ai dit, la confiance comme pari sur les attentes de comportement, ce qui est bien autre chose, hein, j'attire encore une fois l'attention, ce qui est bien autre chose qu'un calcul sur des hypothèses de comportement. Encore une fois, l'enfant ne calcule pas, il agit en fonction des attentes. Hein. La confiance comme pari sur les attentes de comportement, voilà au fond ce que je considérais comme la structure, l'ADN, le noyau dur, la matrice, si vous voulez, de la confiance. Mais évidemment, c'est une matrice comme toute structure générale, comme toute matrice, dont les éléments, au fond, varient. Évidemment, c'est pas du tout. Si vous voulez, les attentes de comportement varient, le type d'attente de comportement selon le corrélat de mon action. Hein, c'est pas la même chose d'avoir confiance dans son réveil ou d'avoir confiance dans son médecin. C'est naturellement un autre type d'attente de comportement. Et aussi le pari, la nature du pari change. C'est pas la même chose de parier sur la solidité du sol quand on marche sans y penser ou de signer un contrat d'assurance vie, par exemple. Hein. Ce n'est pas le même genre de pari. Mais dans les deux cas, dans tous les cas, ce sont des paris sur des attentes de comportement, étant entendu que le pari change et les attentes de comportement changent. Les attentes de comportement varient, encore une fois, selon le corrélat de l'action. J'en distingue trois.
les choses et l'environnement physique, si vous voulez, comme le sol, etc. Où on attend surtout, les attentes de comportement d'une manière générale sont liées à la stabilité et à la répétabilité de l'expérience. Deuxième domaine, si vous voulez, c'est les personnes. Deuxième corrélat de l'action, ce sont les personnes. Euh, Autrui, hein, source effectivement d'instabilité, c'est sûr, mais où règne quand même, moi c'est ça qui me frappe, hein, souvent on accentue l'instabilité des relations interpersonnelles, etc. Mais moi ce qui m'étonne beaucoup plus, c'est la stabilité, la force de la stabilité, de l'inertie des relations interpersonnelles, hein, d'une manière générale, c'est-à-dire les attentes en fait qui sont globalement satisfaites, hein, quand on marche dans la rue, etc. Bon. Il est très important de pouvoir compter sur le comportement d'autrui. Et puis bon, alors ces relations avec autrui, je les distingue encore, je les distingue plusieurs types, etc. Peu importe, ici c'est peut-être pas très intéressant, mais c'est vrai que c'est pas la même chose. Par exemple, je distingue de ce que j'appelle une confiance liée aux situations, c'est-à-dire par exemple quand on est dans une file d'attente ou qu'on est assis au cinéma, ou etc. On a des attentes de comportement comme très générales, hein, de civilité en général, de partager, mais ce sont des attentes de comportement. C'est pas la même chose non plus d'avoir encore une fois la confiance liée à des rôles, non plus à des situations, mais à des rôles, s'adresser au boucher pour avoir de la viande, au médecin pour se soigner, etc. Ou encore, en autre cas, des attentes liées à des engagements explicites dans le cas de promesses ou de contrats. Bon, peu importe ici ces typologies. Et troisième grand domaine où s'applique cette définition de la confiance comme pari sur les attentes de comportement, ce sont les institutions, évidemment. C'est un vaste sujet en philosophie politique. Qu'est-ce que c'est que la confiance dans les institutions? Notre époque est tellement nominaliste, si vous voulez, que beaucoup de théoriciens contestent qu'on puisse avoir confiance dans les institutions, parce qu'ils disent, en nominaliste individualiste, ils disent qu'au fond, si on voulait avoir confiance dans l'institution, il faudrait connaître les motivations de chaque membre de l'institution en particulier pour savoir si leur motivation les motive précisément à agir en ma faveur. C'est à cette condition que je peux avoir confiance. C'est une vision qui me semble fausse, enfin, voilà, tout simplement. Voilà, si on épargne, c'est qu'on a confiance dans la monnaie, et donc dans les règles qui gouvernent la monnaie, etc. Bon, bref. Les institutions, d'une manière générale, c'est comme ça que je les définis, en tout cas fonctionnellement, elles fixent les attentes de comportement du sous-système considéré. Alors, la monnaie, l'école, le gouvernement, c'est-à-dire que l'institution donne le cadre fiduciaire, justement, de la coordination sociale. Et là, les attentes correspondantes, ben, c'est à chaque fois les attentes qui sont définies par l'institution elle-même. On attend de la justice qu'elle soit impartiale. Voilà une attente liée à la justice. On attend de la police qu'elle protège également tous les citoyens. On a vu récemment en France que ça pouvait être bien problématique. On attend des hommes politiques qu'ils protègent le bien commun, qu'ils travaillent en fonction du bien commun, etc. Et d'une manière générale, on mesure la confiance dans les institutions par leur capacité à honorer ces attentes de comportement, les attentes de comportement sur lesquelles elles reposent. Bon, voilà, donc chose, personne, institution. Ça, c'est les corrélats, si vous voulez, de l'action, avec à chaque fois des attentes de comportement différentes, hein, qui sont générées, qu'on acquiert. Et puis, autre chose qui change dans cette matrice fondamentale de la confiance comme pari sur les attentes de comportement, c'est ce que j'appelle les régimes de conscience. Hein. Ce sont les régimes de conscience de la confiance. C'est-à-dire que la confiance n'est pas mise en œuvre dans l'action de la même manière, selon le même régime de confiance. Alors là, je distingue, je dis juste en passant, euh, trois grands niveaux de confiance, que j'appelle la fiance. Alors là, c'est un mot que j'ai exhumé parce que figurez-vous qu'il se trouve que le premier dictionnaire de l'Académie française, en 1694, jugeait ce terme déjà vieux. Édition, mais c'est un terme du XIe siècle qu'on trouve dans la chanson de Roland, la fiance, hein, on reconnaît les fiancés, les fiançailles, etc., que je définis comme étant la confiance sans conscience. La fiance, c'est la confiance sans conscience. C'est ce qui est supposé traduire ce qu'on n'arrive pas à traduire en français, c'est la confidence anglaise, qu'on oppose à la trust.
hein, eh bien là, on a une difficulté de traduction, si vous voulez. On ne sait pas trop comment la rendre. Alors, voilà, on utilise différents syntagmes, etc. Je propose le terme de fiance qui désigne justement donc cette confiance au fond sans conscience, hein, justement, qu'on met en œuvre sans y penser. Là, par exemple, que je suis assis sur ma chaise. Alors maintenant j'y pense, donc c'est plus de la fiance, mais vous voyez, d'une manière générale, voilà, voilà ce que j'appelle la fiance. Ensuite, il y aurait la confiance consciente, hein, comme dans les contrats, les promesses, par exemple. Alors là, oui, là, on fixe des attentes de comportement, on s'y tient, on calcule, est-ce que l'autre va pouvoir s'y tenir ou pas, c'est une motivation, donc on y réfléchit, hein, confiance plus réflexive, et puis ce que j'appelle aussi la confiance latente, qui est une confiance d'arrière-plan, qui n'est pas la même chose que la fiance, comme par exemple, comme exemple, je peux donner la sécurité enfin le droit, hein, cette immense institution qu'est le droit, qui encadre en quelque sorte toutes nos actions sans véritablement les mettre en œuvre. La fiance, elle est mise en œuvre dans l'action, la confiance latente, comme dans celle du droit de propriété, par exemple, on achète quelque chose et tout, on ne pense pas à toute la cathédrale du droit qui fait qu'on est propriétaire de ce qu'on a acheté. C'est tout à fait naturel, c'est en arrière-plan simplement, et on le mobilise que si on se fait voler, par exemple. Bref, je ne vais pas détailler ces choses, le temps passe et je suis même pas à la moitié de ce que je vais dire, donc je vais raccourcir, hein, rassurez-vous, mais voilà, ce que je voulais montrer avec ces quelques éléments de la théorie de la confiance, c'est au fond pourquoi la confiance était un candidat sérieux pour contrer l'individualisme contemporain et toutes les représentations qui lui sont liées, parce qu'elle montre, c'est ce que j'aimerais montrer en tout cas, que nous sommes en quelque sorte nécessairement et sans alternative possible renvoyés dans toute action à des attentes de comportement qui elles-mêmes ne dépendent pas de la volonté. Voilà le point. Donc la volonté pour s'exécuter dépend de quelque chose qui ne dépend pas de la volonté, puisque les attentes de comportement, sauf dans les cas naturellement où je passe contrat, mais les attentes de comportement, d'une manière générale, ne dépendent pas de ma volonté. Et voilà qui remet, me semble-t-il, si vous voulez, à la racine, radicalement donc, remet en question la souveraineté nominaliste de la volonté. La volonté n'est pas souveraine, n'est pas un empire dans un empire, elle est strictement dépendante des attentes de comportement que lui imposent les corrélats de son action. Eh bien, confiance est le nom de cette relation qui nous relie au corrélat de cette action. Donc voilà pourquoi, en gros, le modèle de la confiance me semble être un antidote à tous les excès auxquels conduisent les doctrines de la volonté souveraine. Alors j'ai été un peu long, j'en suis désolé parce que j'aimerais en venir maintenant, mais je vais être donc plus court, au deuxième aspect qu'il m'intéressait de vous présenter ce soir, c'est-à-dire l'aspect plutôt de théorie critique de la société. Et plus précisément, je voulais vous proposer une lecture bon, qui se trouve aussi en partie dans le livre, et puis c'est un sujet de travail pour moi donc en permanence encore, hein, après le livre, bien sûr. Plus précisément, donc, je voulais vous proposer une lecture des évolutions numériques de notre société au prisme de la confiance. Je vais essayer d'être synthétique. Donnez-moi juste 15 secondes pour rassembler mes pensées. Bon. Ce qui est très frappant dans l'évolution numérique de notre monde, c'est devenu une question classique de savoir, au fond, est-ce que les outils numériques sont vraiment très différents des outils traditionnels? Est-ce que c'est autre chose? Pourquoi? Etc. etc. Toute une discussion là-dessus. Et il y a beaucoup à dire là-dessus. Il y a en tout cas une chose qui me semble, si vous voulez, de grande portée anthropologique.
je dirais, c'est que de plus en plus, et tendanciellement, le numérique devient la médiation obligée de notre relation au monde en général. Voilà. Relation au monde, même à l'environnement. Prenez le GPS. Hein. Si vous voulez vous orienter dans le monde, vous ne devez plus regarder le monde, demander à quelqu'un, observer le paysage, les bâtiments, etc. Vous devez savoir programmer votre GPS. Bon. La relation entre les personnes, avec, avec évidemment les réseaux sociaux, notamment. Puis regardez, voilà, encore une fois, ce soir, notre propre conférence. Les institutions aussi, avec toutes les interfaces, comme à l'université. Hein, on ne peut plus s'inscrire à l'université sans contact, connexion numérique, etc. Et donc, il faut replacer cette évolution dans une évolution justement large, plus large, qui est ce mouvement que je diagnostique comme étant le mouvement de la substitution progressive de la technique aux relations naturelles avec le monde. Voilà. De plus en plus, la technique se substitue à la relation naturelle que nous entretenons avec le monde. Or, comme je vous l'ai montré dans la première partie, comme cette relation avec le monde est fondamentalement fiduciaire, c'est la thèse même, eh bien, le numérique ne peut pas ne pas avoir un impact sur ces relations fiduciaires, sur ces relations de confiance. Et ce qui est significatif du point de vue anthropologique, c'est que, d'une manière générale, cette substitution des dispositifs techniques aux relations naturelles avec le monde signifie que ce qui est attendu de nous, est de plus en plus déterminé par des machines. Autrement dit, les attentes de comportement, et vous reconnaissez là évidemment l'élément central de ma définition de la confiance, les attentes de comportement auxquelles nous devons nous conformer sont unilatéralement imposées par des dispositifs qui eux-mêmes les génèrent souvent automatiquement. Bon, ça a une conséquence en termes de rationalité. Là, je m'inscris dans une ligne, si vous voulez, Adorno, Marcuse, qui avaient tous noté qu'au fond, enfin l'école de Francfort en général, mais qui avait noté que la raison individuelle, au fond, est un organe, en quelque sorte, d'adaptation à la société. Vous voyez, donc, pour être rationnel, désormais, les individus, vous et moi, eh bien, on doit s'adapter à la rationalité du système. Sans quoi, on n'y arrive pas, quoi. Sans quoi, on n'y arrive pas. Donc, on ne peut pas accomplir nos actions si on n'obéit pas à la rationalité du système. Ça veut dire que la spontanéité subjective s'efface au profit de la rationalité imposée par l'appareil. Mais, du point de vue de la confiance, ce qui est déterminant dans cette affaire, c'est que, comme le numérique devient la relation obligée à notre rapport au monde, tendanciellement, naturellement, eh bien, le numérique est devenu le plus grand prescripteur d'attentes de comportement de notre civilisation. Hein. Il est déjà extrêmement prescripteur de temps. Hein. Regardez comme nos habitudes temporelles ont changé, l'immédiateté, répondre aux SMS, répondre aux mails, etc. Enfin, il y a toute une prescription du temps là, par le numérique. C'est tout un thème qu'on pourrait développer à part. Mais il est prescripteur, c'est ça qui m'intéresse, il est le plus puissant prescripteur des attentes de comportement de notre civilisation. À la fois, il définit des attentes de comportement. Par exemple, qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, ce que je veux dire, c'est qu'il fixe, ces dispositifs numériques fixent les conditions d'accès au monde, et en particulier aux biens et aux services. Par exemple, quand on veut acheter quelque chose, il faut se conformer à des process, etc. Même chose pour l'administration, les institutions, etc. Donc, il définit ses attentes de comportement, c'est unilatéral. Hein. Si on répond pas à cette attente de comportement, on ne peut pas entrer dans le système, pensez aux services bancaires, etc. Il impose, donc non seulement il définit, mais il impose ses attentes de comportement, puisque ça devient la médiation obligée. Hein. À l'université, on n'a plus le choix de ne pas se connecter numériquement. Et ensuite, il contrôle aussi ses attentes de comportement en nous pistant, en nous traçant, etc., etc., soit en direct, soit rétrospectivement,
Voilà. Alors, quelles conséquences tout cela a-t-il pour la confiance? D'une manière générale, avant la confiance encore, et juste une chose, d'un point de vue anthropologique, moi, ce qui m'intéresse dans cette affaire, c'est que par cette substitution tendancielle, au fond, ce qui se passe, c'est que ce qui est appauvri, c'est notre relation au monde. Parce que notre relation devient essentiellement une relation à la technique avant d'être une relation au monde, puisque la condition d'accès au monde, c'est la technique. Donc on n'est plus des explorateurs, si vous voulez, on n'est plus dans cette position d'être des explorateurs du monde quotidien, on devient les consommateurs d'une offre administrée par le numérique. Et ça dans tous les domaines. Je ne parle pas seulement de la consommation, naturellement. Hein. Encore une fois, s'inscrire à l'université, le service bancaire, la santé, enfin tout ce qu'on connaît. Alors, donc ça, voilà, donc ça, quand même, donc ça, c'est un impact anthropologique qui me semble absolument majeur. Mais alors, quelles conséquences cela a-t-il pour la confiance? Je résume en 3 thèses et je conclue. En 3 thèses. Donc, quel est l'impact, au fond, du numérique sur la confiance? Eh bien, la première thèse, alors évidemment, il faudrait développer, etc., etc., vous vous rendez bien compte, mais voilà, je la lance et développer davantage dans mon livre ou dans d'autres travaux consacrés au numérique. Donc, première thèse, c'est que, d'une manière générale, le numérique tend à sécuriser la satisfaction de notre désir et de notre volonté. Tend à sécuriser notre désir, la réalisation ou l'exécution de notre désir ou de notre volonté. C'est la figure de nouveau de l'individu cockpit qui, d'une manière de plus en plus directe, de moins en moins réflexive, en s'économisant toute l'épaisseur du monde, de l'expérience du monde, eh bien, parvient à, en quelques clics, à réaliser ses désirs, à acheter des biens de consommation, à s'inscrire, à aller, que sais-je, etc. Donc, en fait, voilà, donc l'individu connecté, oui, l'individu connecté, au fond, c'est tout le problème de la cybersécurité, si vous voulez, du numérique. Ben, on veut que, au fond, le système numérique tend à ce que son désir et sa volonté soient réalisés de la manière la plus, je dirais, directe et non réflexive possible. Il s'agit de permettre la satisfaction des désirs, ce que le numérique permet, hein, et il le permet à une échelle inconnue à ce jour. Donc, il veut nous donner l'assurance que notre volonté va s'exécuter. Mais justement, on est dans une logique de l'assurance. On n'est plus dans une logique de la confiance. Donc, voilà, je veux un bon hôtel, je veux un bon restaurant. Il y a tout un tas de dispositifs, comme vous le savez, des sites de comparaison, de tout ce que machin, etc. On connaît tout ça, mais au fond, l'impact de cela, ou oui, la conséquence de cela, c'est que on veut être assuré dans l'exécution de notre désir. Donc, c'est la première thèse. Le numérique est un formidable système technique de sécurisation du désir. Deuxième thèse, c'est peut-être la plus importante au regard de la confiance. Deuxième thèse, c'est que le numérique tend à éviter d'avoir recours à la confiance. Encore une fois, l'individu cockpit, hein, cet individu nominaliste, eh bien, pour lui, au fond, la confiance est toujours vue comme une attitude risquée. C'est comme ça que l'économie la thématise, la sociologie, etc. C'est une attitude, la confiance est une attitude risquée. Si c'est une attitude risquée, ça veut dire qu'il y a un risque de non-exécution de mon désir ou de ma volonté. Autant donc essayer de se passer de la confiance, autant éviter de devoir y faire recours, d'où cette obsession numérique de sécuriser absolument tous nos échanges communicationnels, nos transactions, etc., sans devoir compter sur des mécanismes de confiance. Vous voyez, par exemple, on parle de la blockchain en disant c'est la confiance absolue, mais ce n'est pas de la confiance, c'est de la sécurité. On n'a pas à faire confiance. Il faut faire confiance au départ,
entrer dans le système de la blockchain. Ça, oui, ça, il faut faire confiance au système dans son ensemble. J'y reviens dans un instant. Mais une fois qu'on est dedans, ça n'a plus rien à voir avec la confiance. Ce sont des mécanismes quasi causaux qui n'ont plus rien à voir avec le pari sur les attentes de comportement. Et donc, ça veut dire que par tous ces dispositifs, les mécanismes naturels de confiance sont contournés, sont évités et remplacés par les rails rigides de procédures fixées à l'avance par des programmeurs anonymes. Donc, en sécurisant notre cockpit, si vous voulez, on ne renforce pas la confiance, on la contourne. On ne l'augmente pas, on la remplace. Il résulte de cela ce que j'appelle une baisse tendancielle, à notre époque, si vous voulez, une baisse tendancielle du taux de confiance. Une baisse tendancielle du taux de confiance, c'est une expression évidemment calquée sur Marx, c'est sa baisse tendancielle du taux de profit, mais baisse tendancielle du taux de confiance, ça ne veut pas dire qu'on a moins confiance. Ce n'est pas ce que je veux dire. Je ne veux pas dire qu'on a moins confiance comme si on était plus méfiant, si vous voulez. C'est plutôt qu'on en a moins besoin. On va dans une société qui a moins besoin de confiance. La confiance devient inutile. En tout cas, c'est la logique du système. La confiance devient inutile. Là où des mécanismes automatiques, algorithmés, etc., assurent des fonctions de plus en plus nombreuses dans notre vie sociale, on ne s'expose plus au manquement de la parole donnée ou à la trahison, on s'expose à un incident technique. Et donc, ce qu'il faut dire d'une manière générale, c'est que, par conséquent, le système, ce système numérique a de moins en moins besoin de confiance. Ce qu'on assiste, c'est un report, en fait, de la confiance. La confiance ne disparaît pas, mais il faut la reporter sur le système technique dans son ensemble. Donc, on reporte nos relations de confiance, des relations avec le monde, vers la confiance dans le système numérique en tant que tel. Celui qui nous met en relation avec le monde. Il y a donc un vaste transfert de confiance vers le dispositif technique lui-même. Et donc, la confiance se déplace massivement des relations interpersonnelles, par exemple, vers le médium lui-même, dont on attend des performances techniques irréprochables. Bon, je reviens à ma troisième et dernière thèse pour conclure. Troisième thèse, c'est que le numérique tend, par conséquent, à mettre notre société en pilotage automatique. D'un point de vue anthropologique, j'ai dit que, au fond, la principale conséquence de cette numérisation de la société, de cette extension du système numérique, c'est que nous assistons à une dépendance accrue, mais absolument inédite, à l'égard des machines, c'est-à-dire à l'égard de ceux et celles qui programment ces machines. Hein, et ce, au moment même où le système prétend accroître nos libertés. Bon, ça, c'est évidemment un peu un autre thème, mais c'est lié. Bon, Marcuse diagnostiquait ça de manière que je trouve assez géniale en termes de désublimation répressive. Hein. C'est une désublimation répressive. Il ne connaissait pas le numérique, hein, mais il parlait au fond du capitalisme du confort, hein, du bien-être, qui opère une désublimation puisqu'elle donne accès à plus de plaisir, mais c'est répressif parce que ces plaisirs sont en quelque sorte organisés par le système, ou dépendent du système. Mais donc, effectivement, nous sommes toujours davantage dans cette position de devoir répondre à une offre numérique, c'est-à-dire que notre liberté n'est pas jaillissement spontané de la subjectivité, si vous voulez, mais réponse à ce qui est offert, c'est une liberté de supermarché. Liberté du supermarché. Pourquoi? Parce que, en fait, nos actions deviennent de plus en plus une réponse à une offre, ne sont au fond qu'une réponse à une offre administrée par le numérique. Et donc, le fait que les attentes de comportement qui guident nos actions soient désormais guidées par le système veut dire en réalité que c'est le système qui pilote nos actions, en conditionnant notre accès
au monde. Alors, grâce au numérique, on peut certes très facilement exécuter notre volonté, mais au final, c'est le système qui l'oriente. Nous répondons toujours à ce que le système attend de nous, ce qui donne au système le pouvoir exorbitant d'orienter l'ensemble de nos actions dans la direction qui, ultimement, favorise le système. En sécurisant la satisfaction de notre désir, ce qui était ma première thèse, en nous évitant de devoir faire confiance à notre expérience du monde et aux autres, c'était la deuxième thèse, en contournant donc tous ces mécanismes de confiance naturelle, s'impose progressivement, comme norme générale du comportement humain, un certain automatisme de l'esprit, qui est incité sur toute la surface de notre expérience. C'est ça le point fondamental. C'est une question de seuil aussi, hein, ce n'est pas juste une chose. Vous voyez, si on n'avait que le GPS, bon, on se dirait c'est un outil génial, c'est un outil formidable, le GPS, etc. Mais le problème, c'est qu'en fait, on est dans un vaste GPS. C'est évidemment l'invention enfin de ces géants du numérique, de Google en particulier. C'est eux qui ont trouvé le modèle. Enfin bon, ça c'est encore notre problème. Mais au fond, de généraliser, au fond, le recours d'abord à l'ordinateur, puis ensuite aux applications numériques dans notre commerce du monde, si vous voulez. Donc, pourquoi automatisme de l'esprit? Mais parce que précisément, étant en position de devoir accepter ses attentes de comportement, obéir à ses attentes de comportement, eh bien, il doit suivre les voies tracées à l'avance par un process imposé. Et dans tous les cas de figure, le futur de mon action n'est pas l'exploration de possibles que j'invente, mais la réponse à une offre préfabriquée, qui est constituée à partir du profil libidinal des acteurs, des utilisateurs. Quand je parle de pilotage automatique, que ceci donc, conduit à un pilotage automatique, ça ne veut pas dire qu'il y a quelque part des individus malveillants qui pilotent en secret le système à notre insu. Hein. Ce n'est pas du complotisme, pas du tout. Ce que je veux dire très exactement, c'est que pour chacune de nos actions, les attentes de comportement correspondantes et sur lesquelles nous parions ne sont plus celles que nous avons nous-mêmes acquises dans notre expérience du monde, mais sont celles qui sont dictées par des machines anonymes, dont le but est de servir le fonctionnement du système. Et donc, dans cette substitution tendancielle de la technique aux relations naturelles, on ne passe plus par la case confiance, et encore moins par celle du hasard. Les voies de satisfaction du désir sont sécurisées, et c'est ainsi que s'installe, me semble-t-il, une forme de paternalisme technologique qui nous infantilise tous. Je vais juste conclure en deux phrases pour dire que ce que je voulais vous montrer ce soir, c'est comment le paradigme de la confiance pouvait être utilisé dans la perspective d'une théorie critique de la société. Et en l'occurrence, je voulais montrer comment le système technologique, qui est en son emprise, hein, sous nos yeux, tend à faire éviter le recours à la confiance en se substituant tendanciellement aux relations naturelles avec le monde. Mais j'aimerais dire aussi que dans mon travail, si vous voulez, je suis par ailleurs très préoccupé aussi par les moyens à mettre en œuvre pour que cela n'arrive pas. Mais ce n'était pas mon sujet aujourd'hui. Néanmoins, je reste persuadé que cela, cette substitution intégrale, si vous voulez, je suis persuadé que cela n'arrivera pas. Parce que confiance et pari sont consubstantiels à la vie, à l'existence humaine. Vivre est un pari, avoir des enfants est un pari, développer la vie de l'esprit est un pari. Cette substitution, par conséquent, n'arrivera pas. Et plus exactement, je dirais que si elle arrivait, pour ajouter une petite note de pessimisme quand même, si elle arrivait, cela n'importera plus. Parce que nous ne pourrons plus nous en plaindre, puisque nous serons devenus
des machines. Voilà. Merci beaucoup. Je propose que vous rallumiez quand même pour laisser entendre votre présence. Merci Marc.